Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Aurélie. Bonjour Alexandra. Alors ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Drouin qui est à mes côtés. Nous sommes au Clé de Juliette, qui est un lieu événementiel dans le 9e arrondissement de Lyon, dans l'ancien hôtel particulier de Juliette Récamier, et que je vous invite à découvrir parce que les salons sont extrêmement sympathiques, très jolis. Et alors, Aurélie, je suis ravie de vous accueillir ce matin. On s'est rencontrés il y a quelques temps. Vous avez fondé deux startups qui s'appellent Ziplo.fr et Mesvolontés.net. Oui, j'ai tout juste. C'est des startups, enfin c'est du digital et c'est des produits très différents. Vous pouvez peut-être nous pitcher un petit peu rapidement ce que c'est. Très rapidement, Mesvolontés.net, qui est le premier service que j'ai créé, c'est un site sécurisé sur lequel vous allez mettre des informations personnelles ou professionnelles. Et nous les délivrons aux personnes que vous avez désignées au moment où vous pouvez plus le faire, c'est-à-dire en cas d'incapacité, en cas d'accident grave ou en cas de décès. Et Ziplo.fr, c'est un service souverain, donc 100% français, qui fait à la fois du transfert de fichiers, comme un WeTransfer, mais qui fait aussi de la preuve numérique très facile, et notamment du dépôt de fichiers avec un euro d'attache qualifié. Donc, pour que tout le monde comprenne, vous allez déposer votre fichier, n'importe quel type de fichier. Nous, on va dire qu'il a été déposé tel jour, telle heure, et que vous êtes bien la bonne personne, et donc vous allez pouvoir défendre votre propriété intellectuelle ou votre savoir-faire. Je suis graphiste, j'ai fait un logo, mais je veux l'envoyer à un concours, par exemple. Je le dépose pour pas qu'on me pique mon idée. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, et on peut prouver que on l'a créé à telle date. Exactement. Donc vous, en fait, ça vous suffisait pas d'avoir créé une startup, vous en avez créé deux. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Du coup, ça va avec la première question de l'émission, c'est est-ce que vous êtes une femme engagée? Et ça veut dire quoi pour vous, être une femme engagée? Donc, oui, je suis une femme engagée. J'ai préparé l'émission, donc sur le coup, j'aurais dit oui, peut-être. Mais non, mais si, je suis une femme engagée. Vrai, bien sûr, moi je sais pourquoi. Alors, il faut que vous nous l'expliquiez. Mais je crois que c'est assez profond, en fait. J'aime pas subir. D'accord. Je déteste subir les choses. Ouais. Et donc, souvent, je prends les choses en main. Okay. Et voilà, et je fais, et pas que dans l'action. Enfin, je veux pas rester spectatrice. Et donc, quand je dois prendre la parole, dire les choses, influencer et faire par moi-même, je fais tout ça. Et je crois pas, en fait, on l'entend de temps en temps, et surtout depuis les dernières élections, ils font leur truc et puis nous, on va continuer à faire notre vie. Et ça se passe pas comme ça, en fait. Les décisions politiques ont une influence sur votre vie. Et puisqu'on parlait de tech, les innovations technologiques ont une influence sur votre vie. Donc, si vous ne voulez pas tout subir et qu'on vous emmène là où vous ne vouliez pas aller, il faut prendre part. Voilà. Donner votre avis, prendre part. Et alors, vous, la particularité, enfin moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, parce que c'est comme ça que je fais connaissance avec vous, c'est que vous êtes très engagé, y compris sur les réseaux sociaux. Vous donnez votre avis, vous vous engagez. Peut-être un peu trop. Je crois qu'on l'est jamais trop. En tous les cas, vous l'êtes pas de manière radicale, au sens où on peut l'entendre parfois sur Twitter, mais en tous les cas, vous y allez, vous donnez, vous n'avez pas peur de la contradiction. Ça vous effraie pas justement, parce que quand on prend le risque de s'exposer, on prend le risque d'avoir des réponses qui ne font pas toujours plaisir. C'est normal. Enfin, si tout le monde était d'accord, ce serait assez triste. Donc, et surtout quand on prend des positions peut-être un peu fortes en dehors de j'aime le chocolat et moins la vanille, ouais super. Enfin, quand on s'exprime sur des sujets plus importants, qu'il y a des gens qui pensent différemment et qui viennent nous le dire, c'est comme ça que naît le débat. Parfois, ça peut faire changer d'avis. Je vous assure qu'on peut changer d'avis sans, voilà, c'est pas grave. Mais justement parce qu'on nous a apporté un autre regard, et si on laisse complètement tomber le débat et si on n'affirme jamais ses convictions, ses opinions, ses valeurs, si vous le faites pas, on laisse la place sur aux qui autres. en fait. Ouais, donc, c'est ça. Voilà. Et là, vous avez toujours été comme ça, parce que du coup, on se posait la question, parce que c'est pareil, mais volonté.net, c'est quand même c'est un parti pris un peu délicat. Votre idée, c'est de partir d'une situation qui est plutôt triste. C'est pas une bonne nouvelle, en tous les cas, dans la vie des gens. Ouais, non, j'ai pas pris le sujet le plus facile pour attaquer. Non. Ouais. Mais en même temps, j'ai pas choisi un sujet en me disant où est-ce qu'on pourrait se faire un business. D'accord. On était confrontés très concrètement pendant le confinement, le premier confinement, au moment du Covid.
Et on voit des personnes partir en réanimation pendant plusieurs semaines. En réanimation, elles peuvent pas parler, etc. Et moi, je me tourne vers mon mari, qui est consultant en informatique, mais donc il travaille en indépendant. Il avait un alternant et voilà. Et je lui dis, alors demain, ton état, tu chopes le truc, ton état s'aggrave, tu pars en réa. Mais je sais à peu près ce que tu fais, et tu me parles de tes clients, mais comment je les contacte pour les prévenir, qui est ton banquier, est-ce qu'il y a une assurance, un expert comptable, comment on fait la paye de ton alternant, enfin, comment ça se passe. Donc on est parti d'un cas hyper concret en se disant, bon, bah, on va tirer un peu la pelote, on a appelé des amis, etc. On a regardé comment ça se passait, on dit, bah non, il y a vraiment un trou là, en fait. Et est-ce qu'on peut le régler? Est-ce que tu aurais une idée, toi, pour le régler? Bah ouais, on pourrait. Et en discutant, bah, on a fondé et développé le Vous avez service. construit votre Exactement, ouais. proposition. Oui, c'est une façon originale de procéder. Je sais pas si c'est original Non, ou mais pas, non, c'est chouette. mais oui, voilà. Disons qu'on a eu c'était une question de timing, c'était une question de moyen de le faire. Enfin, je vis avec un homme qui construit des logiciels, donc forcément, Il y a une solution technique il sous la aurait main. été boulanger ou banquier ou autre chose, on l'aurait peut-être moins fait directement, quoi. Ouais. Mais voilà, si on Alors, peut le faire, on le fait. quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi? Vous rêviez de faire quoi? De créer des entreprises plus tard? Ah, non, non, parce que j'avais pas ça dans le logiciel, j'avais pas Ouais. l'image d'une femme chef d'entreprise, je pense. J'ai voulu faire plein de trucs, euh, éleveuse de poney, etc. Mais je voulais être journaliste. Ok. Et puis, je suis pas journaliste. Mais Non. c'est pas grave. C'est quoi votre parcours? Vous avez fait quoi? Vous avez fait des études pour être journaliste? Alors, non, j'ai fait des études d'histoire. D'accord. Euh, peut-être, Ouais, sans doute. Pourquoi l'histoire? pourquoi l'histoire? Mais en fait, surtout, je suis devenue maman à la fin de ma terminale. D'accord. Bon, ce qui n'est pas Ce qui banal, n'était pas programmé, ce qui était et j'imagine. surtout pas programmé. Et du coup, le choix, donc j'ai passé mon bac à la session de rattrapage en septembre, parce qu'il Ouais. y a quand même une session pour ceux qui sont hospitalisés ou qui peuvent pas passer le bac en juin. Et à partir de là, le choix était un peu plus réduit. Ok. Et je me suis dit, bon, bah, la fac, quelle fac? Histoire. Et j'ai dit à mes parents, vous inquiétez pas, je serai prof d'histoire et puis ça va bien se passer. Ok. On sécurise. Mais voilà. Et je m'étais dit, bah, histoire, j'aime bien, j'ai des facilités, donc j'arriverai à gérer, en fait. Et puis, en fait, après ma licence, j'ai pas passé le CAPES pour être prof. J'ai poursuivi en master. Et là, je m'orientais plus, et c'était quelque chose qui me plaisait, où on était sur de la valorisation du patrimoine, conservation, etc. Donc, j'ai fait histoire médiévale et archéologie. Ah oui, quand même, c'est pointu là. Donc voilà, Oui, c'est un on est master, bien. quoi. On est un peu plus, enfin, mémoire, tout ça. Et quand j'étais dans mes abbayes médiévales, en fait, à côté de ça, il y a eu les élections municipales. Et Ouais. je me suis engagée, donc j'étais pas sur la liste, mais j'étais dans les militants, etc. Et puis, j'étais toujours très intéressée par la politique et là, je touchais un peu du doigt le truc. Et à la fin donc je crée des contacts, etc. Et on me dit, ah bah, il y a la mairie de Beauvais qui cherche, parce que j'étais en Picardie, qui cherche quelqu'un pour remplacer une chargée de mission au cabinet, parce que la chargée de mission part en congé maternité. Et donc c'est un job 6 mois, quoi. Ouais. J'ai dit, à moi. Ah oui, ok. Le virus, et on y va, on se. Ouais. Et en fait, j'ai jamais. Et donc, j'ai fait ce job de 6 mois. Et après, j'ai trouvé, au bout des 6 mois, j'avais autre chose à la mairie d'Amiens. Puis j'ai continué. Et Vous vous voilà. êtes engagé plutôt dans le secteur public. Ouais. Donc, j'ai fini mon master pour avoir mon diplôme, que ce soit officiel. Et à l'oral de master, j'ai dit, bah, écoutez, je fais autre chose. Donc, merci et merci pour ce Merci moment, quoi. beaucoup. Voilà. Et là, virus de la chose publique, enfin le côté, qu'est-ce qui vous plaît dans ce. Bah, c'était le côté engagé où je vais peut-être pouvoir. Alors bon, quand vous êtes chargé de mission dans le cabinet d'une mairie, vous faites plein de trucs, mais vous influencez peu la politique nationale. Mais c'était, je vais faire partie du truc et puis j'ai des idées et je vais pouvoir influencer et dire ce que j'ai à dire. C'était vraiment, vraiment là-dedans. Puis ce côté un peu
à comment ça marche, être dans l'ombre, Les dans coulisses. les coulisses. Je voulais vraiment voir comment ça se passait. Et puis, il se trouve que bah, ça m'a plu et puis je savais faire, donc j'ai continué. Mais et du coup, je suis toujours restée en collectivité locale. J'ai jamais bossé pour un parlementaire finalement. Mais on a pu faire plein de choses Oui, parce très que concrètes vous avez pour le fait plein de territoire. collectivités différentes. En tout cas, vous êtes allé au moins jusqu'à Ouais, la région. j'ai fait 3 collectivités différentes, ouais. D'accord. Et effectivement, mon dernier poste, c'était au Conseil régional des Hauts-de-France. Et donc, pendant les 3 dernières années, je bossais pour un des vice-présidents. Euh, et donc, on a eu plusieurs portefeuilles, parce qu'à un moment, il y a eu un changement, mais très concrètement, c'est bah, comment le financement et le déploiement de la fibre sur le territoire. C'était sur l'apprentissage, c'était au moment de la réforme de l'apprentissage, bah, comment on gère avec les CFA, etc. Donc, voilà, des politiques vraiment très concrètes qui impactent le quotidien des gens, parce que la fibre, bah, quand vous visitez des entreprises, surtout dans les zones rurales, et qu'elles vous disent, bah, moi, je vais peut-être pas pouvoir rester ici parce que j'ai pas assez de réseau et bah, c'était par exemple un cabinet de prothésistes dentaires. Ouais. Bah ouais, mais moi, pour recevoir les images, Ah oui, etc., ça marche pas. j'ai besoin de la fibre. Donc, si je l'ai pas, bah, on va devoir partir. Mm. Puis quand une entreprise part, bah, vous laissez des gens sur place. Donc, non, des choses très concrètes et on apprend énormément de choses. Oui, Donc c'est très voilà. transversal. Oui, Donc ça vous a plu? Vous avez fait ça quand même pendant un certain nombre bah, d'années? pendant 10 ans. Ouais. Ouais. Mais je savais que je ne voulais pas faire ça toute ma vie. Donc à un moment, il a fallu pivoter et j'ai dit, bah alors 10 ans, c'est un bon chiffre. On est au milieu du mandat, donc maintenant c'est pas mal, sinon on part, Ouais. voilà, on remet 10 balles dans la machine. Et là, je cherchais un petit peu en me disant, bah, qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est pas évident quand vous avez un CV politique pour repartir directement dans le privé. Et il se trouve que, un peu comme mon premier job finalement, bah, on cherche quelqu'un pour être chef de projet. C'était un projet de conception de plateforme de pédagogie en ligne, D'accord. université-hôpital. Donc a priori pas du tout mon domaine, mais quelqu'un qui connaissait un peu la sphère publique pour aller chercher des financements, des subventions, quelqu'un qui savait gérer une équipe. Donc j'ai dit bah je sais faire, donc moi. Et puis voilà. Et j'ai fait cette mission et arrivé le Covid et le lancement ensuite des startups. Ah oui, oui, Ouais, c'est ça. Ouais, donc là, à nouveau, changement de pied, changement de domaine. rechangement de pied, ouais. Ouais, ouais. Mais en fait, je crois qu'on continue à apprendre tout au long de sa vie et donc ça aide à se former et on se forme un peu en accéléré dans ces cas-là. Et puis connaître finalement ses points forts, ses savoir-faire et se dire bah, ce que je faisais en politique, de la communication, de la relation presse, du conseil de l'organisation, etc. C'est ce que je fais dans mes Oui, entreprises. vous Enfin, je veux dire, l'appliquez. c'est pas voilà. Donc c'est pas faire complètement autre chose, même si ça paraît complètement différent. Mm. Est-ce que vous avez eu l'impression à un moment donné d'être bloqué ou freiné dans votre carrière professionnelle parce que vous étiez une femme ou ça n'a jamais été un sujet? Si. Ouais, Oui, alors, mais puis ça a été très concret, très brutal. d'accord. Je visais un poste de chef de cabinet. Ouais. Je connaissais la personne et tout. Je me suis dit, ah, c'est le bon moment, changement de majorité, etc. J'avance mes petits pions, etc. Je finis par avoir le DIRCAB au téléphone et il me dit, mais Aurélie, tu as des enfants? Oui. Et bah, une mère qui a des enfants, elle peut pas avoir ce poste-là. Ah oui, ok, carrément. Donc voilà, donc ça a été très transparent, très brutal. J'étais Ouais. très énervée. Je suis encore en y repensant. C'est pas grave, j'ai fait d'autres choses, mais ouais, c'est très concret, ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Et dans le milieu politique, finalement, est-ce que vous trouvez, enfin, au regard de votre expérience, est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment de femmes en tant qu'élus, en tant que collaborateurs? J'ai envie de dire que ça va beaucoup mieux. Ouais. Euh, Bah déjà, il y a eu les lois sur la parité, donc quand vous êtes dans une collectivité territoriale, c'est 50-50. Hmm. Donc voilà.
Au Parlement, ça s'est nettement amélioré. Mhm. Il faut quand même le reconnaître, même si c'est pas. On dit quand même moins souvent un député, une suppléante. Ouais. Euh, j'ai quand même entendu. Après, il y a la parité, il y a les chiffres, et puis il y a comment on sélectionne finalement Oui, les bien sûr. candidates. J'ai entendu quand il y a eu les nouvelles, le changement entre les cantonales, les Ouais. départementales. Maintenant, les départementales, c'est un binôme, un homme, une femme sur le canton. Donc j'étais investie également militante hein, Ouais. dans les partis. Et il y avait un bureau où justement on choisissait les candidats et ben, on lui trouvera bien une femme. Ouais. L'important finalement, le moteur c'était l'homme C'est quoi. On va lui ça, mettre c'est une ça. potiche à côté, quelqu'un que les gens connaissent quoi. Ouais. Mais puis on l'a à côté puis mais finalement c'est lui qui fera le boulot quoi. Oui, il y a eu un Ça, il y a gros encore choc. un peu une vieille école. Oui, puis ça a été d'ailleurs un gros choc pour un certain nombre d'élus parce qu'ils se sont rendus compte une fois élus que le binôme n'était pas uniquement figuratif Eh ben, et ouais. donnait son avis sur le nombre de sujets. Elle parle, Ouais, c'est ça. ouais, elle Elle pense a un aussi. avis. Ça peut être très ennuyeux. Ah ouais, c'est ça. Donc les choses changent plutôt positivement pour Je vous. trouve que les choses changent positivement. Ouais. On se dit moins. Alors, on a attendu très longtemps avant d'avoir à nouveau une femme première Mm. ministre, et je trouve ça plutôt pas mal parce qu'en fait, il faut toujours des références pour que dans la tête des femmes, on se dise finalement c'est possible, ça existe. Mm. Donc je peux le faire. Enfin, je veux Ouais, pas être la première, je etc. suis pas la seule. Ça, je Mm. suis pas la seule. Reste la fonction enfin, président de la République. C'est vrai, encore. Mais on y viendra, mais faut Voilà. pas non plus, c'est juste parce que c'est une femme, c'est pas le Mm. sujet, mais ce serait bien qu'une fois, même si c'est une femme, ce soit la bonne personne. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous êtes favorable à la question des quotas? Ça, c'est un avis sur lequel j'ai évolué. D'accord. J'étais contre. Et je me disais, je veux pas qu'on me choisisse parce que je suis une femme, je veux qu'on me choisisse parce que je suis la meilleure. Ouais. Je pense qu'il faut savoir mettre son ego de côté et parfois profiter de parce que je suis une femme, je vais le faire. Et du coup, comme je suis capable, et c'était parce que pas seulement parce que je suis une femme, je vais montrer que c'est possible. Mais quand on regarde les quotas, on voit l'efficacité, quoi. On voit la loi des quotas Copé-Zimmermann, et puis après on voit l'effet très direct dans le nombre de femmes dans les conseils d'administration. À un moment, s'il faut passer par là, on passe par là. Quel conseil vous vous donneriez aux femmes? Parce que finalement, on n'en a pas parlé, mais enfin, on va parler que de ça. Vous trouvez que les femmes, elles sont suffisamment présentes dans le débat public? Parce qu'on parle quand même beaucoup de cette question, nous on s'interroge beaucoup sur cette question dans l'émission. Vous, finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'elles sont présentes, ou en tous les cas que les choses changent et que Les choses changent. ok. Euh, Mais quel conseil vous donneriez du coup aux femmes qui ont des projets cause? Parce que là, on parlait beaucoup de confiance en soi. ouais. Vous avez dit, moi, j'ai levé la main, j'ai dit moi, Ben j'ai... oui, mais Voilà. en fait, c'est ça. À un moment, j'ai envie de dire, mesdames, vous êtes légitimes comme les hommes. Il y a une différence, en fait, que j'ai remarquée dans les réunions publiques. J'en ai fait beaucoup des réunions publiques. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans les réunions publiques. Ça, une fois, il y a un député qui me dit, bah, tu dis ça, mais tu ferais quoi? Je dis, bah, arrête de mettre tes réunions à 19h. Hmm. Parce que moi, tant que dans le couple, c'est toujours la nana qui gère les mômes, ben, tu vois, on va aller on finit le boulot, on va aller chercher à À l'école, il y a l'école, le bain, il y a les devoirs, à manger. il y a à manger, puis bah, la réunion publique, elle était à ce moment-là, en Oui, fait. Donc, oui. et moi, j'ai pas les moyens de payer une babysitter chaque fois que tu fais une réunion publique. À un moment, il y a des choses hyper concrètes de Hmm. arrêter de mettre vos réunions au moment où on met les enfants à table. Et puis, j'ai vu dans les réunions publiques, euh, les hommes prennent la parole pour montrer qu'ils sont dans la salle. Hmm. C'est vrai. Alors, ça peut être complètement à côté de la plaque, pas intéressant, une redite, machin. Les gars s'en foutent, ils ont montré qu'en prenant la parole, ils disent, ah, vous avez vu, j'étais là. Quand une femme prend la parole, c'est parce qu'elle a un truc à dire. Oui. Et ça, c'est une différence fondamentale. Parfois, on dit même un peu, on prend les choses un peu à cœur, et du coup, ça devient parfois un reproche qu'on peut nous faire sur elle perd ses nerfs, elle est Oui. hystérique, vous savez, parce qu'on est parfois on veut un peu s'affirmer et puis on peut paraître en colère et que du coup
Ben oui, mais en fait, on a dit les choses qui nous tenaient. Peut-être qu'on a trop attendu pour les dire et du coup la colère est montée. Oui. Mais donc, dites les choses. Vous avez des choses à dire. Vous êtes légitime pour les dire et prenez le micro et faites taire les mecs qui se répètent tous les uns les autres et ça n'a aucun intérêt. Alors peut-être parfois on n'ose pas dire parce qu'on a peur du jugement de ce que vont penser les gens dans la salle ou dire. Oui, ils vont vous juger. Ouais. Vous en foutez. Oui, ils vont vous juger, ils vont dire ah machin, celle-là, elle s'est ramenée, puis elle a dit ça et pas ça. Enfin, on s'en fout en fait. Faites-le pour vous. Vous avez quelque chose à dire, dites-le. Mais et parfois ça paraît plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Même moi, des fois j'ai pris le micro, j'étais comme ça, il y avait du monde dans la salle. Ah vous aussi, vous tremblez quand même. C'est pas bien avec le cœur comme ça et tout, mais faut y aller quand même, faut le dire. Ça ira mieux après. Et alors, si vous aviez une baguette magique, vous prendriez quoi comme mesure pour faire en sorte que les femmes, elles osent davantage, elles s'impliquent dans le débat public, dans la société, qu'elles soient plus présentes? Si j'avais une baguette magique, je pense qu'il y aurait plein de trucs à changer. Ouais. Pour voilà, c'est pas une mesure, il y a plein de choses à faire. Donc c'est l'éducation des petites filles, des petits garçons. Les petites filles ont aussi leur place, elles ont des choses intéressantes à dire. Dire aux filles, oui, intéressez-vous aux sciences. Les sciences, c'est pas juste pour les garçons. Oui, allez dans les métiers qui sont parfois masculins. Vous savez pourquoi il y a des métiers qui sont plus masculins et ça s'explique aisément parce que c'est physique, etc. Mm-hmm. Si on met ça de côté, il y a des métiers qui sont masculins parce que ce sont des métiers qui sont valorisants dans la société. Eh ben, allez-y aussi, en fait. Il n'y a pas que les hommes. Et donc, je parle dans le domaine de la tech, par exemple. Ouais. La tech, c'était la représentation féminine baisse au fur et à mesure. Parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus valorisé. Donc, les mecs, ils vont. Oui. Et aujourd'hui, en France, il y a 17% de femmes dans la tech, 18% au niveau européen. Sur les domaines essentiels, cybersécurité, intelligence artificielle, elles sont 11 et 12%. Ouais, c'est rien du tout. Ouais. Et donc, on ne peut pas laisser l'avenir s'écrire par une seule moitié de l'humanité qui tient le crayon, en fait. Ouais, exactement. Donc, mesdames, allez-y, c'est fait pour vous aussi. C'est pas que un truc de mec. Vous êtes tout aussi légitime. Et donc, voilà, c'est vraiment donner confiance. L'orientation est essentielle à l'école. Pas que à l'école, mais aussi les parents, parce que les parents brident les filles en disant mais non, on va pas vers cette filière-là, etc. Donc c'est vraiment un état d'esprit global pour pousser vraiment les femmes à prendre leur place, à prendre la plume pour écrire l'avenir et à prendre leur part. Très belle formule pour conclure cette émission. Aurélie, merci beaucoup d'avoir pris ce café ce matin avec nous. J'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lionnes. Et Aurélie, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir.